Il y avait en Afrique, au pays Bamoum, des objets d'art qui témoignaient de la culture relativement élevée et pour une large part, unique en son genre, des Bamoum. Et ici des sculptures sur bois et de la céramique, mais également des choses que l'on n'avait jamais pensé trouver dans une telle région, comme de précieux articles en laiton. Cependant, tandis qu'en Allemagne, nos musées regorgeaient de plus en plus de cet art, nos connaissances des créateurs de ces trésors restaient lamentables. Le trône noir de l'empereur. En 1892, alors que j'étais capitaine dans les massifs montagneux au nord du Cameroun, notre fidèle ami Garriga, le chef Bali, ce vieil homme sagace, nous signala à plusieurs reprises l'existence à l'est du pays d'un puissant souverain et de sa grande cité, Fumban. Cette ville serait entourée de murs et de fossés, et son étendue serait telle qu'un combat pourrait éclater d'un côté de la ville sans que les gens de l'autre bout le sachent et arrêtent de vaquer à leurs occupations quotidiennes. L'éloignement à partir de mon poste de contrôle équivaudrait au temps de voyage de la demi-lune à la pleine lune. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Écoutez-moi donc. Je voudrais vous raconter l'histoire du roi Njoya. Njoya est le 17e roi de Rifum. Il est le 17e roi dans ce palais. Tout enfant, il est devenu roi. Moi, Njoya, suis le fils de Sangu Nguguru. Nguguru était la fille du roi Bombo. Moi, Njoya, suis le prince et la royauté m'appartient. À moi, Njoya. Moi, Njoya, lorsque je devins roi, ai renoncé à la coutume d'exécuter beaucoup de gens. Je porte les fautes que mes pères ont commises contre les êtres humains. Je les supporte, tel l'homme qui porte en même temps un éléphant sur sa tête, un hippopotame sur son dos, un buffle sur son bras gauche, une gazelle sur son bras droit et un serpent autour des reins. Je veux les porter, même si l'on en rajoute, car je ne veux pas renier la race de mes ancêtres, pas non plus celle de mes successeurs. Fils du soleil et de la lune, lion indomptable, toi dont le sang appartient aux grands de ce monde, le soleil s'est levé avec toi. Il éclaire tes pas et ton peuple qui se trouve près de toi et t'aime. Sa Majesté El Hadj Seydou Djimolou, sultan des Bamoun, fils et héritier du roi légendaire des Bamoun Njoya Ibrahim, sur le chemin du retour de la prière du vendredi, dans la grande mosquée vers son palais, au milieu du quartier royal. Tout n'est que fête, on se croirait sur une gigantesque scène. Fumban.
Fumban, capitale de l'actuel royaume Bamoun, un siècle après qu'un officier de la coloniale avait entendu parler pour la première fois de l'empire mythique du roi Njoya dans le Grassfield camerounais. Fumban, 1001 nuits et gare de taxi. L'artisanat de la fonte, du bronze et de la sculpture du bois était à son apogée au cours de l'ère du roi Njoya au début du siècle. Aujourd'hui, les acheteurs en sont les successeurs des anciens colonisateurs allemands et français. Une royauté africaine en 1984. Dans la cour du palais, les petits princes jouent tous les jours au football. Un palais de l'époque allemande en Afrique. L'histoire vit. Je suis le 18e roi de la dynastie. Depuis Nchare Yen, c'est moi le 18e. Je suis aujourd'hui un conseiller du gouvernement. Je suis sultan et maire de notre ville. J'étais aussi député au Parlement camerounais. Le sultan avec les femmes. Le roi est là pour procréer. Le roi Njoya, son père, avait 1200 femmes à sa charge. Le palais est le cœur du royaume. Les femmes du roi ont souvent une grande influence. La reine-mère peut prendre part au gouvernement. Les fleurs du pays vivent dans leur propre quartier, à la cour. Aucun homme n'a le droit de pénétrer dans le village des femmes. Lorsqu'un homme meurt au ciel, sur terre, une femme reçoit un enfant. Et lorsqu'un homme meurt sur terre, aux enfers, une femme reçoit un enfant. Je suis une des dernières femmes du roi Njoya. Les femmes du roi vivaient avec leurs filles, les princesses. Lorsque celles-ci étaient adultes, elles se mariaient et quittaient la cour. Les petites y restaient encore. Nous, les femmes, nous vivions tout au village des femmes et rendions visite au roi, là-bas au palais. Il bavardait avec nous, mais nous devions aussi travailler comme ça, comme je tisse en ce moment. Et le roi nous regardait faire.
Là, c'est moi avec la mère qui m'a mise au monde. Et ici, je suis avec mon père, le sultan Joya. C'était peu de temps avant mon mariage. Je suis Djimongu Pasma, la première née du roi. Celle-ci est toujours nommée Djimongu, la fille du pays. Elle est honorée par tous les Bamoum. Mon père m'aimait passionnément et me faisait beaucoup de cadeaux. Là, mon père prend mon premier enfant dans ses bras, car c'est son premier petit enfant qu'il a vu de ses yeux. Père était grand et trapu. Sa peau était claire, ni noire ni blanche. C'était un roi intelligent. Il respectait son peuple. Il avait changé beaucoup de choses et en avait introduit de nouvelles qui n'avaient jamais existé au pays Bamoum auparavant. Moi, Joya, ferai un livre qui parle sans qu'on l'entende. Jadis, les Bamoum ne savaient ni lire ni écrire, mais Joya inventa l'écriture. Il aida les Bamoum qui devinrent des gens qui savaient écrire. Une fois que Père eut accompli beaucoup de choses pour l'évolution du pays, il se rappela que son peuple était encore inculte, car il n'y avait pas d'écriture dans son royaume. Il avait constaté que les Arabes avaient une écriture. Il se demanda comment cela serait possible que les Bamoum aient aussi leur écriture. Ainsi, il fit un rêve. Dans ce rêve, quelqu'un lui donna une planchette et lui dit de dessiner une main d'homme sur la planchette, de laver le dessin et de boire l'eau utilisée au lavage. La consommation de cette eau devait ouvrir son esprit et tout lui viendrait spontanément. Il agit comme on le lui avait dit dans le rêve et le lendemain, il pria tous les notables de venir chez lui et leur dit que chacun devrait apporter son petit dessin pour qu'on puisse concevoir un système d'écriture. Les gens partirent et revinrent. Chacun s'était donné un peu de mal pour faire un petit dessin qu'il apporta au roi. De tous ces dessins, il en élimina quelques-uns et en garda d'autres. C'est avec les 28 dessins restants que nous travaillons encore aujourd'hui. J'ai appris cette écriture et j'ai aussi appris à tisser. J'ai enseigné cette écriture que vous voyez ici. Le roi voulait, par cette écriture, unifier les dialectes des gens de son royaume. Joya a construit 40 écoles dans lesquelles l'on apprenait à lire et à écrire. Le roi Joya introduisit la fonte du métal. Il nous apprit à utiliser le fer noir. Il inventa aussi notre écriture. C'est ainsi que je vous le raconte, mes enfants, pour que vous m'écoutiez. Joya nous a aussi appris à tisser. Il produisait des étoffes. Plus personne n'allait nu. Voyez donc, vous connaissez ces livres. Pour son écriture, par exemple, il ne fit que réfléchir.
il l'a complètement inventé. L'ancien notable Njififin enseigne encore l'écriture Shumon que Njoya avait inventée pour son peuple. Au palais, au village du roi, le souverain gouvernait entouré de fonctionnaires ennoblis. 2/3 de la population étaient des serfs et des esclaves. Le despote libéral Njoya avait cependant choisi certains de ses plus fidèles conseillers parmi les esclaves. Les citoyens payaient l'armée et les corporations au moyen de tributs versés à la cour. Au plus haut rang, c'est le roi. Il possède tous ses sujets. C'est lui qui anoblit les gens. Après le roi viennent l'income, ses conseillers, avec lesquels il établit les principes de base de la politique du pays Bamoum. Ensuite, l'income Chouchout, c'est-à-dire les nobles serviteurs du palais. Puis les manchout, d'autres serviteurs. Les nobles et les princes sont divisés en 2 grandes sociétés. Ils sont comme des partis politiques, mais tout ce qui s'y passe reste secret. Les sociétés secrètes ont des masques et une musique. Une de ces sociétés, c'est Nguri. Elle appartient au prince. Une autre, Mbansié, appartient aux nobles serviteurs du roi. Une 3e société, Mutungu, est subordonnée au roi, mais le roi est également soumis au Mutungu, car cette société secrète, masquée, veille à la justice dans le pays et promulgue les lois. Les masques, désarroi, peur et puissance, une vision d'horreur. La danse des masques est comme une langue codée des sociétés secrètes du village du roi. La société Mutungu a la fonction de police et passe pour le mari du pays. Même le roi doit justifier sa politique auprès de Mutungu. 2 autres sociétés séparent les princes et les serviteurs en 2 groupes qui recherchent la faveur du roi. Les masques, mystère du pouvoir. Personne n'a le droit de passer devant le roi sans s'incliner avec déférence. On a appris à faire ce mouvement. Lorsqu'il est au palais, personne n'a le droit de le voir en train de manger ou de boire.
si ce n'est certains jeunes et adultes qu'il a sélectionnés et que l'on nomme Hoshira ou petite souris. Jadis, personne ne pouvait serrer la main du roi. Jamais. Bamoum, toi, peuple de guerriers, né de la longue et sanglante fusion des races, tes explorateurs sont en chemin. Il y a 17 ans déjà que les puissances blanches dans ce lointain Berlin ont divisé l'Afrique. Voilà 17 ans que les pays voisins des Bamoum sont occupés par les Allemands. Une tache blanche, le royaume de Njoya, doit désormais être le Cameroun allemand. L'orage berlinois s'annonce. C'est un lieutenant allemand, poussé par un ardent désir qui la porte. Le chef des Bamoum posséderait à lui seul 2 maisons pleines d'ivoire. Le 20 juin 1902, je partais de Banyo avec 25 soldats, 20 porteurs et 3 Aoussa destinés au capitaine Ramsey. En chemin, un Aoussa et un de ses mafis vinrent à ma rencontre, tous deux envoyés par Njoya. Ils avaient avec eux 2 grandes défenses d'éléphants, un veau et une centaine d'œufs. Njoya me fit dire qu'il aurait bien voulu venir aujourd'hui à ma rencontre, mais que sa mère le lui aurait déconseillé. J'aurais pu croire en effet qu'il voulait la guerre. C'est donc son peuple qui irait à ma rencontre et lui, le roi, me rencontrerait le lendemain avec très peu de personnes. À 7h40, à ma montre, je franchis la porte de la ville. À 9h, le sultan et quelques personnes vinrent à ma rencontre sur une place. Signé Sandrock, chef d'expédition. L'eau suit son cours et ne s'arrête pas. Venez donc ici. Levez-vous donc. Lorsque les Allemands arrivèrent ici, j'étais enfant, comme ça. Ils passèrent la nuit dans notre village et tuèrent 2 chèvres qui appartenaient à nos familles. Il y avait juste un blanc et plusieurs soldats. Ces noirs étrangers portaient beaucoup de choses derrière eux et avant de disparaître, ils nous lancèrent beaucoup de choses. C'était ainsi que j'ai goûté de la bière pour la première fois. Nous avions très peur d'eux qui avaient déjà vu un homme blanc. Je m'appelle Andreas. Quel âge as-tu? Où es-tu né? Je suis né en 1885. En 1885, les Allemands sont venus le 6 juillet 1902. As-tu vu les Allemands? Oui, j'ai vu des Allemands, 3 officiers.
Zwei erste Offizier. Gesehen. Qui était-ce? Connais-tu encore des noms? Weiß ihr Name. Oui, je me rappelle leur nom. Le premier, c'était Sandrock, Monsieur Habicht. Ramsey Als die et deutschen Monsieur Leute sind Habisch. Quand les Allemands sont venus, le chef a appelé son peuple. Ses amis sont venus. gekommen, hat Venez tous ici, tous les gens, pour saluer mes amis, seine Völker, les nouveaux amis. die Landleute, weil seine Fremden sind hier gekommen. Komme hier, alle Leute, sehr grüße meine Freunde, neue Freunde. Le chef surnommé a réservé à mon expédition, comme à celle du capitaine Ramsey, un accueil somptueux qui répondait aux normes africaines. Njoya se distingua par une attitude remarquablement modeste, intelligente et discrète. Il a souligné sa soumission totale à la souveraineté allemande et souhaite conserver les couleurs allemandes. De Bagno, je lui enverrai d'abord un petit drapeau, puis je ferai une demande auprès du gouvernement impérial de Buea pour lui en obtenir un plus grand. Signé Sandrock, chef d'expédition. À Berlin, en 1885, ils ont divisé notre terre. Personne de nous ne demandait pourquoi ces gens voulaient notre misère. Ils disaient qu'ils venaient pour mettre fin à nos longues souffrances. Ils nous promirent d'apporter l'espoir. Moi, Njoya, tint ces propos. Les gens qui cherchent à pratiquer le commerce avec les Blancs sont des insensés. Ils ne réfléchissent pas assez. Tous les Peuls et Aoussa peuvent se rendre à la Mecque, mais s'ils font la guerre aux Blancs, ceux-ci sont capables de tous les vaincre en 3 heures. Les Blancs dépassent 10 000 fois les Noirs en force et en stratagème. Oui, mon défunt père avait dit qu'il se sentait comme une femme et que les Allemands, eux, étaient des hommes. Ils ne pouvaient que leur obéir afin que l'empire Bamoum reste en paix. Le roi Njoya a appelé tous les Bamoum et leur a dit que les Allemands sont ses amis. Les Bamoum avaient écouté les recommandations du roi, mais ils n'avaient pas cru à ses propos. En attendant les Allemands, ils prirent des bambous dont ils retirèrent la sève. Ils cachèrent des lances dans ces parties creuses et attendirent les Allemands. Comme ça, si les étrangers étaient venus pour faire la guerre, nos guerriers auraient pu aussi attaquer. Mon père a réussi à faire ce qu'aucun autre roi n'avait tenté au pays Bamoum. C'était un roi très savant. Lors de l'arrivée des Blancs ici au pays, je n'étais pas encore adulte. Lorsque nous voyions des étrangers, nous les appelions toujours les Blancs. Non, tu les appelais les mères des nourrissons. Parce que leur peau ressemblait à celle des nouveau-nés. Tout le monde avait peur. Avec le fusil, j'ai eu peur, car nous n'avions jamais vu de Blancs auparavant. Ich auch. Ich habe Angst gehabt, weil wir haben noch nicht die weißen Leute gesehen. Oh,
Lorsque les Allemands arrivèrent, le roi Njoya des Bamoum avait dit « S'ils prennent un œuf sur le marché sans le payer, ne dites rien. Vous les Bamoum ne devez rien faire. Moi, Njoya, réglerai ça tout seul. » Si le lendemain, les Allemands prennent une carotte sans donner de l'argent, ne dites rien. Moi, Njoya, m'en occuperai. S'ils vous battent, ne vous défendez pas. Le roi s'en chargera. Le roi donna toutes ces choses. Il y était forcé. Il devait donner ces choses et les Allemands ne donnaient pas d'argent en échange. C'étaient de mauvaises personnes. L'Afrique aux Africains, mais les Africains à nous. Les Allemands s'établissent d'abord à l'extérieur du pays Bamoum. Le roi passe pour un allié et un ami de l'empereur. Mais Njoya ne veut pas avoir d'étrangers dans son pays car 2 rois ne peuvent pas régner dans un empire. Njoya commence à comprendre, il n'est plus tout seul. Les dossiers des administrateurs militaires parlent de châtiment et de pacification car il naît parmi le peuple un sentiment de révolte contre la politique de l'empereur et du roi. Le chef des Bamoum Njoya est beaucoup plus doué que la moyenne des nègres et fait preuve d'une grande loyauté. Toutefois, pour différentes raisons, il a besoin d'une plus grande surveillance que celle qui lui fut accordée par la garnison de Bamenda, située à 5 ou 6 jours de marche. Njoya a l'ambition de s'adapter aux principes économiques européens et de rendre son peuple productif. Le nombre des ouvriers travaillant pour ces plantations s'élève à environ 3000 par an. Les Allemands manquaient de matières premières. Nous avons dû, avant tout, créer des plantations de coton. Bientôt, les Bamoum se demandèrent à quoi servait ce travail. Ils se réunirent et dirent « Nous devons faire en sorte que les travaux forcés au champ cessent. » Les chefs d'équipe décidèrent alors que chaque fois qu'un blanc viendra et nous donnera des semences, nous ferons griller ces graines avant de les s'aimer. Si les graines ne germent pas, les Allemands penseront que la terre n'est pas fertile et ils s'en iront. Ainsi fut fait. Ce temps-là, la civilisation frappe les Bamoum au visage. Lentement, le pouvoir du roi se dissout. Pour sauver les apparences, mais aussi pour se décharger, on octroie au souverain, jadis tout-puissant, la juridiction simple. Njoya se tait. Il veut préserver ses traditions de la nouveauté et jouit cependant de la flatterie des Allemands au sujet de l'ancien trône royal. Lorsqu'après avoir parcouru de nombreux couloirs et cours, nous avons atteint l'intérieur du palais. Nous avons vu le roi mettant fin à plusieurs palabres dans la cour de justice. Assis sous le toit en auvent d'une salle à colonnes, il se faisait expliquer les cas par les juges. Le dos courbé, la main devant la bouche, afin que leur haleine ne rentre pas en contact avec le roi, ils s'approchèrent et lui murmurèrent l'affaire. Les parties
assis ou debout, étaient groupés dans la cour. Des serviteurs et des notables se faufilaient à travers la cour, s'inclinant avec déférence devant le roi. Quand ce dernier se racle la gorge ou tous l'assistance frappe des mains. Quand le roi se lève, tout le monde se lève et n'ose se rasseoir que lorsque le roi s'est rassis. Il était interdit, ne serait-ce que de s'approcher du trône royal Mandouyenu, sauf si tu étais un serviteur du roi qui s'occupait de ce trône. Un Allemand vint et voulut saluer le roi, mais il lui serra la main. Les Bamoun se mirent en colère. Comment le roi pouvait-il serrer la main à cet esclave? Mais le roi apaisa la foule. Lorsque les Bamoun se mirent en colère, il y eut encore d'autres histoires. Le roi avait tout fait pour apaiser la foule en disant que les Allemands étaient ses amis. Là, le roi est assis à la cour. Fier, le blanc qui se croyait puissant s'assit à côté et toucha avec son pied le repose-pied du trône royal. Les gens étaient outrés, ils faillirent en faire toute une histoire. Pour mon officier, L'officier blanc fit un pas de travers et tomba dans la boue. Le roi voulut être poli et en cachette, il recouvrit son propre costume de boue. Quand ils arrivèrent ensemble à la cour, ce blanc s'assit sur le trône. Un Bamoum vit que le blanc s'était assis sur le trône et il prit son couteau. Le roi le calma et lui dit qu'il ne devait pas agir comme les gardes du corps qui criaient en s'énervant. « Que fait ce type sur le trône ?» Le roi répondit que son invité était un fou et qu'il avait le vertige quand il voyait tant de gens. Quelques années plus tard, alors qu'il était avec les Allemands, le roi devint chrétien. L'église évangélique se trouvait là, dans la cour du palais. Nous chantions leurs chansons, les chansons des chrétiens. Maria, in Betaniendo, siete cajusten asulten Jesu salvar. Les missionnaires représentent une force tranquille à la cour. Les recrues de Dieu arrivèrent pacifiques avec leur religion. Toutefois, ils mirent fin à tout ce qui unissait le peuple et la culture de celui-ci tomba en ruine. Le roi Njoya croit avoir reconnu la valeur du christianisme. Sa fille aînée, Njimungu, est baptisée Margaret. Elle va à l'école avec Andreas Mubanga. Plus tard, Andreas sera lui-même instituteur dans cette école. Le roi secrètement reste musulman et il crée sa propre version du Notre Père. Dieu trône au ciel. Njoya le vénère, car tous les jours on trouve de l'aide auprès de lui. Jésus le Seigneur est un bon Père. Jésus, Dieu le Père, bénit le monde. C'est moi, écolier. J'étais élève ici. J'étais ici en 1906. Le chef Njoya nous a envoyés. Nous avons appris à lire, à écrire, à chanter, à compter. Ce sont de vieilles photos de 1905. Je peux montrer Njimungu. C'est Njimungu.
passé. C'est toi. Oui. Tu es beaucoup plus grande que tes frères et sœurs. Ouais. Il est pour aller voir. Ce n'est pas une photo du temps de l'école. Je reconnais cette personne. Ce n'est pas toi? C'est toi, n'est-ce pas? Tes yeux ne voient plus très bien. C'est toi, tu ne vois pas? Nous avons eu beaucoup de missionnaires. Je peux raconter ça. Monsieur Goering, Monsieur Geprex, Monsieur Oyar, Monsieur Moldenawa, Monsieur Schwartz. Schwarz. Les Blancs instruiront nos enfants. Ils leur donneront des conseils salutaires et leur montreront comment l'on parvient à la sagesse, comment l'on devient fort et riche. Moi, Joya, j'ai dit aux gens de réfléchir aux raisons de la venue des Blancs. Ils sont venus pour aider les Noirs. Ils dirent « Debout, nous irons aider les Noirs pour qu'ils deviennent aussi sages que nous, les Blancs. » Wo we wo tismier up ben miet up ben bet suru te klo ke vim bam piapi Nous connaissions l'empereur Guillaume, le roi des Allemands. Son visage était sur les pièces de monnaie. Son visage était sur ses pièces de 2 marks. Il avait une moustache et un nez pointu comme ça. Il portait un grand chapeau royal. Le chapeau était comme du métal. En cours d'histoire, nous avons appris qu'il était un grand chef de guerre. Mais dis aussi quelque chose, toi. J'ai tout oublié. Et puis, il est à toi. L'empereur, c'était un gars bien. Comme les rois Bamou, nous avions envie d'aller à l'école allemande. Monsieur Andreas Mumbanga nous donnait des cours, les blancs aussi, mais le fouet. Beaucoup de gens dans ce pays évitaient l'école allemande par peur du fouet. Quand on donnait l'ordre à un enfant d'aller à l'école allemande, le père refusait, s'il était un noble, d'envoyer son enfant à l'école allemande. Il préférait y envoyer le fils de son esclave à cause du fouet. De loin, il paraissait vraiment digne. La seule chose que nous n'aimions pas chez eux, c'était que tu devais t'allonger et qu'ils te battaient si tu avais mal agi. Ou ils te donnaient des gifles, mais de vrais gifles.
tu en devenais sourd. Si pour une raison ou une autre, tu avais tort, tu devais tendre les mains et il te les frappait. Et il te les frappait. Il te frappait les mains. Soit il te frappait les mains, soit il te bottait le derrière. Il m'appelait en criant. Mon aide au peuple Bamoun est inépuisable. Le soutien que j'apporterai à mon peuple ne s'arrêtera qu'avec ma mort. Le roi devient complice. Il devient le pion d'une partie d'échecs dont le déroulement est dans les mains des étrangers. L'un d'eux, officier et hôte de Njoya, le reconnaît. Soyons honnêtes avec nous-mêmes et laissons les mensonges de côté. Nous sommes partis en Afrique pour rendre les nègres heureux. Mission civilisatrice, mission culturelle et autres slogans ne sont rien que des prétextes derrière lesquels se cache une mise en pratique simple et brutale d'une loi de la nature que constitue la loi du plus fort. Les militaires offrent volontiers à leur sultan des uniformes multicolores en provenance de Berlin et de la Bavière. Ils espèrent quelque chose en retour. Mandou Yenou, ce trône majestueux est convoité depuis des années par les directeurs des musées d'ethnologie de Leipzig, Stuttgart et Berlin. Le directeur du musée de Berlin écrit en Afrique à l'un de ses fournisseurs préférés, le chef de l'administration militaire. Très cher capitaine Glauning, désormais la chasse à l'original du trône Bamoum va commencer. Je voudrais vous confier la chose suivante. Nous aimerions bien avoir l'objet s'il pouvait être acheminé par des voies légales et pacifiques jusqu'au musée de Berlin. Je suis prêt à faire fabriquer un trône de théâtre d'allure pompeuse et précieuse si en échange nous pouvons obtenir l'original. Les Bamoum avaient peur des Blancs. Que fallait-il faire pour être en bon terme avec eux? Lui, Njoya, dit: nous allons les observer et rendre compte de leur manière de vivre. Il partit vers le littoral, à Buea et à Douala. À son retour, il parlait la langue des Blancs. Il parla au Bamoun de la vie des étrangers. Le roi Njoya devait rendre visite au gouverneur dans la capitale Buea. Il partit avec ses soldats et emporta beaucoup de choses précieuses. Jadis, l'ivoire représentait un beau cadeau. Il prit aussi le trône royal pour l'offrir à l'empereur. Le roi prit le seul trône qui existait, Mandou Yenou. Il offrit Mandou Yenou aux Allemands.
C'était le trône de son père, Sangu. Le roi, lui, ne garda qu'une copie de ce trône. Le palais perd le symbole précieux de sa puissance, mais le peuple n'en sait rien. Malgré la résistance de ses conseillers et après une longue hésitation, le roi Njoya finit par écouter ses nouveaux amis, les missionnaires, et emporte le trône Bamoun vers cette lointaine côte. Lui, héritier des conquérants, est parti voir ses maîtres dans la capitale de la colonie à l'occasion de l'anniversaire de l'empereur allemand. Njoya veut obtenir des armes de la part du gouverneur. Il cherche des preuves de confiance chez les Allemands. Le roi se réclame du soutien au gouverneur contre l'encerclement économique, contre les commerçants allemands qui profitent abusivement du commerce intermédiaire avec les marchandises des Bamoun. Le roi paiera de sa fierté. Les cadeaux que sa caravane apporte à l'empereur pourraient remplir tout un musée au cœur de l'Europe. Au terme de son long périple, curieux et surpris, le roi découvre un monde qui lui est nouveau et étranger. Le pays allemand en Afrique. Des maisons en pierre, des steamers et des armes modernes. Njoya est fasciné et abasourdi. Bientôt le roi noir ressentira sa propre impuissance. Njoya demande des armes, on les lui refuse. Les Allemands confisqueront même les armes de l'armée royale. Il présentera ses cadeaux au gouverneur impérial dans le somptueux château de celui-ci et repartira les mains vides et ses espoirs non comblés au pays des Bamoun. Le trône de son père terminera dans un musée berlinois. Le 24 janvier, le chef des Bamoun Njoya se rendit ici accompagné du missionnaire Göring afin de prendre part à la cérémonie d'anniversaire de Sa Majesté l'Empereur. Njoya amena avec lui une suite de 20 soldats et environ 200 porteurs, dont 60 étaient nécessaires uniquement au transport du trône du père de Njoya que ce dernier désirait offrir à Sa Majesté l'Empereur. Je crois pouvoir m'exprimer en faveur de l'acquisition de ce trône, car il témoigne d'un savoir-faire certain, quoique primitif, des Bamoun. Par ailleurs, le chef Njoya a toujours fait preuve d'une grande loyauté. L'attitude réservée qu'il adopte à l'égard des Blancs prouve le tact inné de cet ingénu, et c'est plutôt au soi-disant représentant de la civilisation d'avoir honte. Il est également pourvu de perspicacité dans le domaine politique. Il souligne à chaque occasion qu'il n'est venu sur la côte ni pour la mission, ni pour les commerçants, mais uniquement pour témoigner de son dévouement à Sa Majesté l'Empereur et au gouvernement allemand. Pour ce qui est d'un cadeau à Njoya, l'on pourrait lui expédier un orchestrion qui joue quelques marches militaires prussiennes. Je crois qu'un orchestrion lui fera très bonne impression. Signé le gouverneur Seitz. Délivrez-nous des mains des Allemands. Les Allemands sont des gens ténébreux. Ce sont des menteurs qui troublent continuellement les gens. Je souhaite que la rosée rafraîchisse mon pays et que les Allemands, comme toute chose impure, soient rejetés. Il arrive une histoire qui crée des problèmes aux gens. Quand le feu te brûle les pieds, peux-tu encore dormir? Les Allemands nous ont troublés et ont rendu nos cœurs froids.
nos cœurs sont à la fois glacés et brûlants. Si un sage pouvait voir ce qu'ils ont commis, ce serait beaucoup plus que ce que l'on peut porter sur la tête. Moi et mes serviteurs espérons être arrachés des mains des Allemands. Si tu dis la vérité, tu deviens un étranger dans ton pays. Plus tard, les Français arrivèrent. Les Français vinrent au pays des Bamoum et ne s'entendirent pas avec le roi Njoya. Ils l'envoyèrent en exil sans raison. C'est ainsi, mes enfants. Mon père a combattu de toutes ses forces et malgré sa force, il a été vaincu. Car les Blancs avaient tout le pouvoir. S'il plaît à Dieu que je pénètre à nouveau dans mon royaume, alors je prendrai d'une part les coutumes des Bamoum et d'autre part la civilisation blanche et unirai les deux afin que survive le pays Bamoum, mon royaume. Mais si je venais à mourir, dit le sultan Njoya, c'est alors mon successeur qui devrait veiller au mariage des deux cultures. Heureusement, c'était moi l'héritier et j'ai repris ses paroles mot pour mot. Je n'agis qu'en fonction de ses propos. Plus tard, vers la fin de sa vie, lorsque les choses se détériorèrent, le roi Njoya dit lui-même qu'il croyait avoir tenu les Bamoum dans sa main, les avoir même mis dans un sac. Mais lorsqu'il l'ouvrit, il n'y avait plus personne dedans. Le roi Njoya Ibrahim arriva au pouvoir en 1889 et il gouverna le pays pendant 44 ans. Il essaya d'unir les cultures des Bamoum, des Fulbé et des Européens. Il engendra 152 enfants et disparut en 1933.